Bonjour, je m'appelle Jacques Rigaudiard, je suis conseiller maître honoraire, c'est-à-dire je suis retraité, et je viens de publier un livre sur la dette qui s'appelle « La dette, arme de dissuasion sociale massive ». Alors la dette, partout, que ce soit au FMI, en Europe, en France, les dirigeants n'ont que ce mot à la bouche. Alors la dette, c'est grave, docteur? C'est pas la dette en soi qui est grave. Ce qui est grave ou difficile, c'est la charge d'intérêt qu'elle génère. Et cette charge d'intérêt, elle dépend évidemment des taux d'intérêt du moment. Et en ce moment, ils sont particulièrement attractifs et c'est intéressant de s'endetter, au contraire. Mais à d'autres époques, notamment dans les années 80-90, les taux d'intérêt réels étaient extrêmement importants et donc étaient une vraie difficulté. Ce qui fait que la dette n'est pas en soi le problème. Ce qui fait ou pas problème, c'est la politique monétaire qui est menée par les autorités des banques centrales. Quand on voit justement d'autres pays, la France est endettée à hauteur de 96% environ, contre 250% au Japon, 120% aux États-Unis. Le Japon et les États-Unis ne se portent pas plus mal pourtant. Oui, mais tout à fait. C'est-à-dire que c'est un prolongement de ce que je viens de dire, de toute façon, c'est que le critère de la dette n'est pas en soi le véritable problème. Comme vous le dites, le Japon, mais la dette est tenue par des nationaux. Les États-Unis doivent être aujourd'hui à 125-130%, pas très loin de l'Italie. Ça ne fait pas difficulté parce qu'ils ont la puissance du dollar. Par contre, évidemment, la dette de la Grèce ou la dette de l'Italie sont des situations qui peuvent faire difficulté, mais non pas en elles-mêmes, parce que ce sont des économies qui sont particulièrement fragiles au choc monétaire. Alors dans le livre que vous publiez, vous expliquez justement que la dette est aussi un prétexte pour mener des politiques d'austérité. Vous dites même qu'à terme, c'est le modèle social français qui est dans le viseur. Évidemment, parce que si on prend, si on ne relativise pas ce qui passe pour le problème de la dette, si on ne le relativise pas, on le met en avant. Par exemple, on oublie de dire, on dit la dette, nous la laisserons à nos enfants, c'est un fardeau insupportable, c'est scandaleux, c'est presque une position morale. Si on ne dit pas que face à cette dette, il y a des actifs, pour parler financièrement, des crèches, des maternelles, des écoles, des collèges, des lycées, des universités, un réseau routier, un réseau de distribution de l'énergie, etc., des hôpitaux. Et la comptabilité nationale nous montre que les actifs, entre guillemets, de la nation sont bien plus importants que la dette. Si on ne met pas ça en regard, évidemment, la dette est un problème et facteur de culpabilité. Bon. Donc si on met ça en avant et si on dit, en plus, puisqu'il y a les règles de Maastricht et du traité du TSCG de 2012, qui nous oblige à réduire la dette, évidemment, on a un ensemble de facteurs pseudo-moraux et institutionnels qui poussent à réduire la dette. Et pour réduire la dette, il faut faire des excédents budgétaires. Et pour faire des excédents budgétaires, il faut diminuer la dépense, puisque, évidemment, on est contraint par ailleurs sur la fiscalité du fait du dumping fiscal et social qui se livre aujourd'hui dans le monde financiarisé qui est le nôtre, et en particulier dans l'Union européenne. Et pourtant, vous expliquez aussi dans le livre que le régime général n'est plus en déficit, que même les comptes de la sécurité sociale sont arrivés à l'équilibre. Oui, on nous raconte partout que la dette de la Sécu est un problème. En réalité, le problème aujourd'hui que se posent les gouvernants, il suffit de lire de près la loi de programmation des finances pluriannuelles des finances publiques, qui est discutée au Parlement, donc ces textes sont facilement consultables. Le problème pour les gouvernants, c'est d'anticiper ce qui va être un excédent très important dans les 2 ans qui viennent, très important de la sécurité sociale, de l'ordre de 20 milliards, c'est ce qui est estimé aujourd'hui. Leur problème, c'est de savoir comment le ponctionner sans que ça se voie trop, et sans que la question se pose de faire de ces excédents des améliorations des prestations, d'amélioration des retraites, d'amélioration des remboursements de santé. Dans les autres exemples, il y a le régime des retraites des cheminots, il est excédentaire, et pourtant c'est au nom de la dette là aussi qu'on justifie la réforme. Et oui, parce que pour eux, pour ces gens-là, le statut des cheminots est un scandale, le régime spécial des cheminots est un privilège, alors que quand on regarde de près, ça n'est évidemment pas du tout le cas. Le régime des retraites est justifié par des conditions de travail particulières et n'est pas particulièrement en déficit et subventionné par la collectivité.
Aujourd'hui, il y a le FMI qui a sonné l'alerte sur la dette mondiale, publique et privée, 164 milliards de dollars, soit 225% du PIB mondial. 164 164 000 milliards de dollars, pardon. Oui, oui. Ça peut aboutir à une crise comme on a déjà vécu en 2007 ? Bah, oui, mais ce qui s'est passé en 2007, c'est que la dette n'a pas pu être remboursée. Ça peut être comme en 2007-2008, une dette privée, le logement des ménages surendettés aux États-Unis. Ça peut être d'autres difficultés. Par exemple, regardez ce qui s'est passé, c'est un mécanisme tout à fait analogue pour les collectivités locales françaises qui avaient contracté des emprunts, je ne sais plus quel est le terme exact, qui étaient libellés en francs suisses. La réévaluation du franc suisse a mis les emprunts toxiques, a obligé l'État à intervenir parce que sinon ces collectivités locales étaient pratiquement en faillite. Et c'est le même mécanisme qui a joué dans les années 80-90 pour les pays d'Amérique latine, avec la réévaluation du dollar qui a obligé à les cessations de paiement, d'abord au Mexique, puis ensuite en chaîne dans toute l'Amérique du Sud. Hier, je recevais Nathalie Atina, elle est salariée d'Air France, syndicaliste. Elle vous a posé une question, elle est d'origine grecque, et elle vous demande comment est-il possible qu'on ne tienne pas compte de la situation d'étranglement de la Grèce, de précarité des Grecs, et qu'on continue aujourd'hui à mener des politiques et à promouvoir les mêmes politiques justement au nom de la dette. Mais parce que je pense que ces braves gens ont voulu faire un exemple, tout simplement. La Grèce représente, je crois, 2% du PIB européen, donc est une économie jugée marginale, qui était extrêmement endettée. Et les Européens, et il faut bien dire les Allemands en tête, et la France de François Hollande n'a pas beaucoup aidé à régler la crise grecque, ont voulu faire un exemple et donc punir très explicitement les Grecs de tout ça. Et pardonnez-moi, mais quand on regarde aujourd'hui le niveau de la dette grecque, après près de 10 années de purge austéritaire, est plus importante relativement au PIB aujourd'hui qu'elle ne l'était avant la crise de 2007. Vous parliez des emprunts toxiques. C'est un beau résultat. Oui. Vous parliez des emprunts toxiques il y a un instant. Je confesse avoir un jour tenté le concours de la préparation à l'ENA et j'avais eu pour sujet justement les emprunts toxiques dans les collectivités locales. Le correcteur m'a mis un 8 sur 20 avec ce commentaire. Je ne vois pas en quoi renégocier les taux d'intérêt, différer la dette ou annuler la dette, ce que j'avais suggéré dans ma note, constitue des pistes sérieuses de travail. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense que de fait, c'est l'État qui est intervenu pour garantir les emprunts toxiques. Donc moi, je vous mets... allez, on va mettre 16. Non, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on ne sait pas faire autrement, ou qu'en tout cas, dans les grandes écoles, on n'apprend pas à faire autrement. Il n'y a pas d'alternative. Bien sûr. Il n'y a pas d'alternative. Oui. C'est toujours la même histoire. L'hebdomadaire Marianne avait parlé de candidats moutonniers incapables de penser par eux-mêmes. Écoutez, je n'ai jamais, depuis longtemps, fait passer le concours de l'ENA, ça m'est arrivé dans ma jeunesse. Oui, je pense qu'il y a un certain conformisme qui règne parmi eux, et je pense que c'est beaucoup plus prégnant aujourd'hui que ça ne pouvait l'être auparavant. Vous l'évoquiez tout à l'heure, pourtant, on a des exemples. Je crois que c'est en Argentine, on a renégocié les taux d'intérêt, on a différé la dette. En Islande aussi, je crois qu'on a mis une partie de la dette. Si vous voulez, on parlait des emprunts toxiques, mais on peut parler de ce qui se passe depuis 2015. Moi, je soutiens que la BCE et Mario Draghi en particulier, c'est pour ça que je suis inquiet pour la suite, parce que Draghi va partir, que la BCE, avec l'action de Draghi, sa politique accommodante de taux négatifs et d'achat de titres publics, ce qui était vraiment à la limite de ce que permettent les traités, la politique de la BCE a permis d'éviter l'éclatement de la zone euro, qui se profilait à coup pratiquement sûr. Et je pense que demain, si, comme on le dit, c'est l'actuel gouverneur de la banque centrale allemande, de la Bundesbank, qui remplace Draghi, qui va partir, ce brave monsieur a été le tenant constant d'une politique très dure, monétaire très dure, a toujours combattu la politique accommodante qui a été menée depuis 2015. Je pense que là, le risque pour la zone euro, et pour certains pays, je pense à l'Italie en particulier, extrêmement fort. Je pense que à ce moment-là, le risque d'éclatement de la zone euro n'est pas tout à fait négligeable, oui, mais même important.
J'ai une dernière question. Vous avez été par le passé le conseiller social des deux premiers ministres Michel Rocard et Lionel Jospin. Ouais. Il est là le pouvoir, Jacques Rigaudia, dans les cabinets ministériels ou il est ailleurs aujourd'hui? Il est dans le cabinet ministériel en partie, dans la mesure où le pouvoir d'État a des possibilités d'action. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bruxelles, l'administration, le monde de la finance. Oui, mais écoutez, comme conseiller social de Michel Rocard, j'ai piloté la mise en place du RMI. Bon. Comme conseiller social de Michel Rocard, j'ai piloté la mise en place de la CSG. Bon. Comme conseiller social de Lionel Jospin, qu'est-ce que je peux mettre? Les 35 heures, je peux mettre la CMU, et je peux mettre l'allocation personnalisée d'autonomie. Voilà. Donc il y a quand même des marges de manœuvre. Je ne dis pas qu'elles sont complètes. Je combats l'Europe de Maastricht depuis Maastricht. Je ne peux pas dire que ce combat a été couronné de succès. Mais enfin, j'étais conseiller social, pas le conseiller diplomatique ni le conseiller économique. Les pouvoirs, on les connaît. Les pouvoirs sont ceux de l'argent. Et dans un monde financiarisé, c'est le pouvoir des banques qui règne en premier. Et ce qui illustre parfaitement la transformation qu'a opérée Maastricht sur la lecture de la dette, puisque, pour en terminer en ce qui me concerne là-dessus, Maastricht est vraiment une rupture. Jusqu'alors, les banques centrales nationales pouvaient financer la dette de l'État. C'est pour ça qu'il y a une question de la dette aujourd'hui, parce que cette dette, elle se fait devant les marchés. Auparavant, on empruntait largement auprès de la Banque centrale à des prix administrés, le taux d'escompte ou le taux de réescompte. Là, nous sommes tous soumis au taux de marché. C'est clair que les marchés, c'est pas tout à fait le même type de pilotage, c'est le pouvoir des banques. Eh bien, Maastricht a mis en place le pouvoir des banques dans l'Union européenne. Mais auquel vous, quand vous étiez en responsabilité dans les ministères, vous pouviez justement imposer une politique un peu différente. Aujourd'hui, on cède totalement au pouvoir de Bruxelles. Écoutez, je ne peux pas vous dire que les 35 heures aient été un long fleuve tranquille. Il y a eu quelques petits problèmes avec le CNPF, qui s'est d'ailleurs transformé en MEDEF à l'époque. Donc les 35 heures étaient un combat. Donc il y a des combats qu'il faut mener, qu'on arrive à mener parfois, dans des rapports de force politiques lorsqu'ils sont suffisants. Mais le pouvoir des banques est un pouvoir, je dirais, à la fois plus diffus, plus hégémonique et plus complet. Merci beaucoup Jacques Rigaudia. Demain, Pablo Pio-Vivien recevra le comédien Corentin Fila. Il est à l'affiche de l'E-Provincial depuis mercredi. Il suit l'actualité politique de près. Il est même très engagé, particulièrement engagé aux côtés des migrants. Vous avez une question pour lui? Oui, je pense qu'il y en a une qui s'impose, puisque je suis juge de l'asile par ailleurs. Que pensez-vous du projet de loi actuel sur l'immigration? Eh bien, nous vous transmettrons la question. Merci beaucoup. La réponse surtout. La réponse. Je vous transmettrai sa réponse et je lui transmettrai votre question. Merci à vous.